Alors début mars, le SAMU s'est organisé, il s'est renforcé au niveau de la médecine générale. Donc les médecins généralistes sont venus au SAMU, il y avait 2 médecins généralistes par jour. Ensuite, il y a eu un médecin spécialisé pour la régulation Covid. Et on a été aussi soutenu par la Croix-Rouge qui décrochait les appels et qui triait les appels entre les appels Covid et les appels non Covid. Sur mars, avril, mai, on a traité 6500 dossiers de régulation médicale avec des pointes qui sont arrivées à 350 appels pour Covid par jour. Donc sur le CHCB, il y avait 3 types de dépistage, 2 qui se passaient en interne. Le premier était dans une structure du CHCB pour des personnes qui étaient atteintes de comorbidité, dont il fallait un petit peu surveiller quand même qu'elles aillent bien, chez qui on faisait ce prélèvement nasopharyngé, on les surveillait un petit peu et ensuite ils repartaient chez eux. La deuxième modalité, c'était ce que l'on a appelé un peu partout le drive, c'est-à-dire des personnes en bonne santé, soit des professionnels de santé, soit des patients mais qui allaient bien et qui venaient en voiture. Et là, il y avait un dépistage, encore une fois, par PCR nasopharyngé dans leur voiture, d'un côté et de l'autre s'ils étaient à 2. Et la troisième modalité, c'était en extérieur, donc là, 2 possibilités. Soit on voulait savoir si une structure était effectivement un cluster et une équipe mobile se déplaçait, allait dans la structure en question, prélever les 2, 3, 4 cas suspects. Soit c'était une réponse à une demande de l'ARS pour un dépistage de masse. Essentiellement, ça a été pratiqué dans des EHPAD où là, on testait de notre côté tous les résidents de l'EHPAD. Alors l'arrivée du Covid nous a imposé de mettre en place un dispositif très particulier de prise en charge et d'accueil des patients aux urgences. On a mis en place d'abord un tri très strict avant de pénétrer dans les urgences afin de déterminer les patients suspects du Covid ou non suspects du Covid. Pour la prise en charge des patients suspects de Covid, on a ouvert une zone dite de tri-Covid ou de flux protégé dans lequel tous ces patients étaient admis et testés dans le sens du Covid et les autres patients habituellement usagers des urgences étaient pris en charge dans le service classique des urgences. Avec la décision du SLIM, on a décidé de localiser tous les patients Covid dans une seule unité qui a donc été définie dans l'unité du pôle de médecine interne puisqu'on a la maladie infectieuse. Donc on a déployé au fil des jours les lits, donc 20 lits de maladies infectieuses ont été très rapidement déployés en totalité, puis ensuite les 22 lits fléchés diabéto-médecine interne sont devenus des lits Covid, les 12 lits de rhumato sont devenus des lits de post-réanimation puisqu'il a fallu ensuite, quelques semaines plus tard, prendre en charge les patients de réanimation et on a même armé 10 lits à la place de l'hôpital de semaine mais qui n'ont pas en fait été utilisés. Les premières directives en fait, des ARS, c'était d'hospitaliser tout cas confirmé positif, quels que soient ses critères de gravité. Ça, c'était au tout début de l'épidémie. Après, en fonction des tableaux, très vite, on a vu le nombre de patients augmenter, le nombre de lits augmenter et d'unités Covid augmenter. On a dû adapter à chaque fois les moyens paramédicaux aux besoins. À chaque fois, 4 binômes par aile de 20 lits étaient positionnés pour prendre en charge ces patients, puisque les mesures d'isolement et les équipements de protection individuelle étant assez lourds afin d'éviter aussi les allers-retours dans les chambres. Il fallait une organisation quasi militaire pour organiser les soins sans faire prendre de risques ni aux soignants ni aux patients. Enfin. Le service de réanimation du centre hospitalier de la Côte Basque a dû s'organiser pour accueillir un nombre plus important de patients qu'à l'habitude, passant d'une capacité théorique de 15 lits de réanimation à 20 lits dédiés uniquement pour les patients Covid, auxquels se rajoutaient 7 lits de réanimation standard dans lesquels les patients non Covid étaient pris en charge. Les médecins anesthésistes sont venus en renfort de l'équipe de réanimation dès le début de la crise pour aider à prendre en charge les patients Covid. Et l'équipe du bloc opératoire a également prêté main forte pour assurer notamment la prise en charge des patients de surveillance continue. L'autre particularité de la réanimation, c'est qu'il a fallu également adapter l'effectif paramédical avec nécessité d'avoir des renforts venant de tous les horizons, puisque ce sont des patients qui nécessitaient, compte tenu des précautions d'habillage et du temps qu'on y consacrait,
un effectif paramédical encore plus important que ce qu'on a habituellement en réanimation. Le service de réanimation a accueilli 6 patients du Grand Est, ce qui a nécessité une organisation temporaire qui était plus adaptée, puisqu'il a fallu un nombre plus important de personnes à ce moment-là. Ce transfert de patients est une première mondiale. C'est-à-dire qu'il y a eu 650 patients transférés de l'Est de la France vers d'autres hôpitaux. Et l'hôpital de Bayonne a pu ainsi hospitaliser 6 patients venant du Grand Est, notamment de Nancy. On a mis en place durant la crise sanitaire une astreinte territoriale de gériatrie. Et les missions de cette astreinte, c'était d'aider à la mise en place des mesures barrières dans les EHPAD. C'était également d'aider à la prise en charge des patients Covid qui étaient en EHPAD et de prendre des décisions ou d'avoir une décision collégiale lorsqu'on décidait d'hospitaliser un patient ou lorsqu'on décidait de ne pas l'hospitaliser. Alors effectivement, il a été mis en place une filière SSR Covid pour les patients qui étaient hospitalisés sur une unité Covid sur le CHCB à Saint-Léon et qui par la suite ne pouvaient pas rentrer directement chez eux, qui avaient besoin qu'on poursuive la surveillance médicale ou qui avaient besoin d'une réadaptation. Donc sur le SSR gériatrique de Tricaldi, on a développé une unité pour ces patients-là, une unité Covid pour ces patients-là, ce qui a permis de les accueillir, de libérer des places dans les unités Covid et de continuer à prendre en charge ces patients avec une réadaptation et une surveillance médicale qu'on pouvait leur proposer en SSR gériatrique Covid. Durant la période Covid, on avait effectivement dans les EHPAD et les USLD des patients qui sont restés confinés, en chambre et surtout ils n'avaient pas de lien avec leur famille, leur entourage. Donc pour remédier à ça, l'ensemble du personnel s'est mobilisé pour permettre de maintenir le lien social avec des moyens de communication tels que les tablettes. Alors, dans le cadre de la crise sanitaire, la cellule d'urgence médico-psychologique de Bayonne a donc été déclenchée, puisqu'elle est déclenchée habituellement dans des situations sanitaires exceptionnelles. La différence avec ce qu'on fait d'habitude, c'est que là, c'était une crise qui durait. En général, on intervient pendant quelques jours. Là, on est intervenu pendant presque 2-3 mois. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est à la fois destiné au grand public et à côté de ça, cette CUMP, cette cellule d'urgence médico-psychologique, elle est destinée aussi aux soignants de première ligne. Alors en fait, on a complètement restructuré l'hôpital, en tout cas la partie psychiatrique de l'hôpital à Cam de Prat, puisqu'on a arrêté le service d'addictologie et on l'a transformé en unité Covid Psy. Donc là, on a dédié 13 lits à des patients qui étaient atteints du coronavirus et qui étaient obligatoirement hospitalisés en psychiatrie. Il nous a été demandé de réfléchir à l'organisation de prélèvements sur Saint-Palais. Alors dans un premier temps, ça a été plutôt les prélèvements en EHPAD. Puis très rapidement, il a fallu mettre en place le drive. L'indication du prélèvement ambulatoire, c'était personnel soignant et patients présentant des signes suspects sans critère de gravité nécessitant une hospitalisation, mais chez qui on voulait savoir effectivement s'il y avait un risque d'évolution vers des formes compliquées. On a quand même été amené à devoir s'organiser pour des patients suspects Covid. C'était des patients qui étaient faiblement suspects, puisque aucun de nos patients s'est avéré positif, mais en tout cas ça a permis de travailler sereinement en étant sûr de ne pas prendre de risque de contamination du personnel ou des autres patients du service de médecine. La cellule de crise se réunissait 3 fois par semaine pour aborder les problématiques liées à la réorganisation du travail. Notamment, on a été obligé de faire des priorisations de certains actes. On a été obligé de se réorganiser, notamment en réanimation et en gériatrie, puisqu'il n'y avait plus de visites. Donc, comment est-ce qu'on faisait pour organiser le fait que les patients puissent avoir accès à leur famille ? En cellule de crise, on abordait notamment le problème du fait qu'on avait gelé certaines unités d'hospitalisation qui n'étaient plus du tout fonctionnelles. Donc ça posait des problèmes majeurs d'organisation auxquels il fallait pallier parce qu'il y avait des patients qui nécessitaient ce type d'hospitalisation.
Il a fallu en fait rapidement former les 3/4 du personnel à la prise en charge des patients Covid, en prenant le temps de bien former les agents, mais tout ça dans un temps aussi très restreint. Donc en fait, on a rapidement organisé des petits groupes de soignants, par 10 ou par 15, à qui on a appris à s'habiller et à se déshabiller de façon à ne pas transmettre le virus à d'autres patients et eux-mêmes ne pas se contaminer avec les patients qui seraient suspects ou atteints de Covid. Alors très rapidement, on a été obligé de se soumettre aux recommandations du ministère qui a demandé de limiter au maximum l'accueil des patients à l'hôpital qui n'étaient pas urgents. Donc déjà, on a interdit les visites et on a essayé de diminuer les consultations ou alors de les remplacer par de la téléconsultation. Dès le début de la crise, on a été quand même très sollicité pour les masques. Donc tous les jours, les services font leurs demandes et les cadres viennent chercher tous les après-midi leurs masques pour la journée. Et alors en interne, on utilise à peu près 4000 masques Chir par jour, à peu près 500 FFP2 par jour, soit chaque semaine l'équivalent quasiment de notre conso annuel d'avant la crise. Chaque semaine, chaque établissement vient chercher sa dotation en fait, à la pharmacie du CHCB. Alors l'ARS négocie avec les pompiers pour qu'effectivement les EHPAD ne se déplacent pas toutes, parce qu'il y en a quand même une soixantaine sur tout le territoire. Donc depuis en fait quasiment le début, c'est un pompier qui passe chaque semaine récupérer tous les cartons qu'on a préparés et qui lui fait la tournée de toutes les EHPAD du Pays Basque. Au lancement de la crise Covid-19, notre établissement s'est rendu compte qu'il allait y avoir des ruptures d'approvisionnement. Donc notre établissement a décidé, conformément à ce qui se passait dans d'autres établissements, à faire un appel aux dons auprès des tissus industriels et du tissu économique local. Je dois dire qu'au niveau de la Côte Basque, nous avons eu une réponse très positive des acteurs économiques et des acteurs politiques locaux, puisque nous avons eu beaucoup de dons qui sont arrivés. Ces dons ont consisté en des dons en nature, des masques, des surblouses, des blouses, des matériels de protection, des gants. Nous avons eu aussi des dons en argent, autour d'un peu plus de 200 000 €, qui nous ont permis d'acheter du matériel médical. Donc il y a eu aussi un acte de solidarité important qui a été un espèce de support, je dirais, à la fois logistique et je dirais psychologique des soignants par la fourniture de repas gratuits. Les chefs se sont regroupés dans un cadre associatif et ont fabriqué 5000 repas qui ont été distribués aux équipes de soirée et de nuit. Nous avons eu aussi des pizzaiolos locaux qui sont venus donner des pizzas gratuites. Nous avons eu de la fourniture de baguettes, de gâteaux, de choses comme ça que nous avons ventilées en fonction des différents services pour essayer de récompenser un petit peu tout le monde, parce qu'il n'y avait pas que aussi les services de soins qui étaient en première ligne, il y avait aussi des services logistiques qui accompagnaient ces services. Il était normal qu'ils aient aussi quelque part un retour de solidarité de la part de tout ce monde. Nous avons aussi fabriqué nous-mêmes des surblouses et nous avons fait appel à des volontaires qui ont fabriqué pendant plusieurs semaines des blouses et des surblouses pour leurs collègues de travail qui étaient engagés sur le Covid-19. Et je dois dire que ça a été un moment franchement sympathique dans cette crise, de grande solidarité entre des agents très différents, vraiment qui d'habitude ne se rencontrent ou ne font que se croiser à l'hôpital et ont travaillé ensemble de manière plutôt efficace, parce qu'on a produit quand même plusieurs milliers de surblouses qui ont permis de faire la jonction avec le retour d'approvisionnement un petit peu plus normaux depuis quelques temps. On a repris donc l'accueil des patients non Covid, mais pour pouvoir protéger les patients et les consultants qu'on accueille, on a maintenu les mesures barrières, notamment le port obligatoire du masque pour tous les soignants, mais aussi pour tous les consultants et les visiteurs.
et un accueil à l'entrée de l'hôpital où on explique aux patients et aux consultants comment mettre un masque et se frictionner les mains avec la solution hydroalcoolique. On peut dire qu'à l'issue de ces 3 mois de crise Covid que nous venons de traverser, nous avons pu mesurer la capacité réelle des acteurs de notre territoire à se mobiliser solidairement. D'abord les acteurs de la santé, les établissements de santé au premier chef, publics, privés, autour du centre hospitalier de la Côte Basque, mais également les EHPAD et les professionnels de santé libéraux. Forte mobilisation également évidemment des pouvoirs publics, mais également du conseil départemental, des élus qui ont été très présents durant cette crise sur le terrain, et également d'autres institutions comme l'éducation nationale, les crèches qui ont pris en charge les enfants de notre personnel. Et également le monde des entreprises et de l'artisanat, les particuliers, grâce à leurs dons. Notre hôpital a vécu, bien entendu, comme beaucoup d'autres, une épreuve collective sans précédent, inédite au plan sanitaire. Mais également, ça a été un moment exceptionnel pour nous, en termes de mobilisation, en termes de solidarité entre les équipes et entre les personnels. Pendant cette période, je crois que l'on peut clairement dire que l'on a mis en pleine lumière les valeurs qui fondent l'hôpital public au quotidien, l'engagement, le professionnalisme, la solidarité, la pluridisciplinarité, et en plus avec le soutien complet de la population pendant cette période. En effet, de nouvelles pratiques professionnelles se sont fait jour. Par exemple, les téléconsultations qui ont explosé pendant cette période, et également le télétravail qui a été développé extraordinairement auprès de nos personnels. Mais également de nouvelles pratiques en termes de management. Nous avons pu expérimenter in vivo avec la cellule de crise une prise de décision rapide, quotidienne, pluridisciplinaire et consensuelle. Avec en plus la capacité que nous avons eue du jour au lendemain à mettre en place les décisions, qu'elles soient organisationnelles, avec des transferts de personnel, qu'elles soient en termes de travaux ou qu'elles soient en termes d'achat de matériel. Donc ça a été une période vraiment inédite au point de vue des nouvelles pratiques. Ma conclusion elle sera sous forme d'abord de remerciements. Remerciements à toute la communauté hospitalière de Bayonne, remerciements à toutes les équipes qui ont été en prise directe avec les patients atteints de Covid, les équipes qui ont été en soutien des premières, également les équipes qui ont continué à travailler, j'allais dire comme d'habitude, mais dans un contexte beaucoup plus compliqué. Remerciements également aux membres de la cellule de crise, à tous les décideurs, à tous les responsables, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient équipes de direction, cadres, et remerciements également aux partenaires sociaux. Au point de vue extérieur, ce que j'ai déjà cité un petit peu tout à l'heure, mais c'est principalement les autres établissements qui ont fait corps avec l'hôpital de Bayonne, qu'ils soient sanitaires, médico-sociaux, sociaux, les professionnels de santé libéraux également, les pouvoirs publics bien sûr, les élus, et également, et surtout, je dirais de ce point de vue-là, les très nombreux donateurs qui ont apporté leur soutien et à l'hôpital et à ses équipes. Et pour finir, je crois qu'on peut dire que nous avons été collectivement à la hauteur des enjeux de cette crise, et je suis convaincu que nous sortons plus forts de cette phase aiguë, même si la crise est aujourd'hui loin d'être terminée.